Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, le magazine d'information européenne réalisé au cœur du Parlement européen. Nous sommes cette semaine à Strasbourg et nous allons prendre, ce sera le reportage de cette émission, la route des Balkans, principal chemin vers l'Europe pour plus d'1 million de réfugiés depuis 2014. Problème, les frontières se sont fermées en Hongrie, Slovénie et en Serbie, forçant des centaines de migrants à rester dans ces camps improvisés comme ici à Tabanovce en Macédoine. Vous verrez ce reportage tout à l'heure. Mais d'abord, notre débat de la semaine. Faut-il encore plus de transparence bancaire et fiscale en Europe? Le temps du secret est-il révolu? Question à la une après les révélations des Panama Papers. On en parlera avec une députée que vous découvrirez juste après ce petit résumé en images. Un dirigeant européen touché par le scandale des Panama Papers. David Cameron l'a reconnu, il a bien perçu des revenus du fonds d'investissement offshore Mossack Fonseca. Le Premier ministre britannique a joué carte sur table. Il a publié tous ses revenus depuis 2009 et a même fait son mea culpa devant les caméras. Je sais que j'aurais dû mieux gérer cette affaire. Je sais qu'il y a des leçons à en tirer. Je saurai m'en souvenir. La déferlante Panama Papers concerne aussi des banques, comme la Société Générale, et des entreprises européennes accusées de détenir des comptes offshore non déclarés. Une affaire qui en rappelle une autre. Novembre 2014, le scandale LuxLeaks ébranle le continent. Une enquête internationale de journalistes révèle l'existence de centaines d'accords fiscaux très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois pour le compte de sociétés multinationales comme Apple ou Amazon. Un paradis fiscal au cœur même de l'Union européenne qui ternit le début de mandat de Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg devenu président de la Commission européenne. La Commission fera son travail. Moi, je m'abstiendrai d'intervenir dans ce dossier. J'ai une idée sur le sujet, mais je la garderai pour moi. Hasard du calendrier, ce mercredi, Bruxelles a présenté son plan pour lutter contre l'opacité des multinationales. C'est l'une des priorités de la Commission européenne, de lutter contre l'évasion fiscale des grandes entreprises qui sont présentes en Europe. Et je peux dire qu'on a progressé dans la transparence. La directive instaure une obligation pour les entreprises ayant une filiale dans l'Union et un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Elles devront publier leurs bénéfices et les impôts qu'elles payent, pays par pays. L'exécutif européen part en croisade contre l'évasion fiscale. Une liste noire européenne des paradis fiscaux sera publiée. Le temps du secret, c'est fini. Parole du commissaire européen Pierre Moscovici. L'Union sera la première zone du monde à franchir le pas de la transparence totale. Et nous accueillons sur ce plateau Sylvie Goulard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et spécialiste de ces questions. On voit que deux commissaires sont à la manœuvre, Pierre Moscovici et son collègue britannique Jonathan Hill, pour tenter d'en finir avec tous ces chiffres cachés de l'évasion fiscale. Pierre Moscovici promet une transparence totale. On a du mal à y croire. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ça peut devenir réalité? D'abord, une petite remarque par rapport à votre reportage. Ce n'est pas un problème spécifiquement européen. Ce que l'affaire panaméenne démontre, c'est que nous sommes confrontés à des phénomènes qui touchent toute la planète. Et que des individus se cachant derrière des sociétés écrans installées dans des pays parfois extrêmement petits peuvent priver des États de recettes fiscales et donc, d'une certaine manière, voler les contribuables. Donc je comprends tout à fait l'émotion des populations. C'est une forme de dérobade citoyenne. Ce sont des gens qui profitent des installations, des services publics, mais ne contribuent pas aux charges. Mais à l'inverse, il faut se méfier un petit peu des solutions trop hâtives. Je suis très frappée de voir qu'en général, on reproche toujours à l'Europe à la fois d'en faire pas assez et d'être trop naïve. Je crois que la vraie bataille, c'est que l'Europe soit en pointe pour qu'au niveau global, il n'y ait plus de paradis fiscaux. Si nous pratiquons une transparence qui est seulement unilatérale, mais qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises iront ailleurs, puisque au contraire, on va les inciter à ne pas aller à l'endroit qui est le plus transparent. Donc voilà, je voulais faire cette petite remarque. Donc est-ce que l'Europe s'y prend bien avec cette directive sans discuter avec les États-Unis, effectivement? Parce que vous dites que sans solution à l'échelle du monde, on ne peut pas régler cette question. Alors des discussions existent, à l'OCDE notamment. Je crois que qui est un organisme international qui a son siège à Paris, qui comporte la plupart des puissances occidentales. Et donc là, il y a les Américains, les Canadiens, même les Japonais, les Australiens, etc. Donc c'est un cadre qui a contribué à faire des progrès. Et effectivement, c'est le niveau
où l'Europe doit agir de manière unie. On a voté hier à mon rapport, un petit rapport d'initiative sur la place de l'Europe dans les enceintes financières, monétaires, économiques, fiscales, globales. Alors quelle est-elle cette place, justement? Eh bien, pour l'instant, objectivement, on n'a pas pris le problème au sérieux. Jusqu'à présent, les États ont choisi, et là la responsabilité est dans les États, de maintenir un jeu de concurrence entre eux. C'est-à-dire qu'on joue les États les uns contre les autres. C'est ce qu'avait montré l'affaire LuxLeaks. Quand les luxembourgeois attirent les revenus d'entreprises, par exemple, qui font des hamburgers en France, l'activité est chez nous et par le biais de l'existence du Luxembourg, on dérobe la matière fiscale. Donc il y a une première étape qui est d'éviter entre nous une concurrence abusive. La deuxième étape, c'est d'aller ensemble plaider au niveau global, en mettant toute la force de l'Union, toute la taille de son marché dans la balance, et le faire, je dirais, en faisant des gestes de transparence, mais en les conditionnant aussi à la transparence des autres. Je ne suis pas pour le déshabillage unilatéral des entreprises européennes, parce que dans ces cas-là, encore une fois, nous manquerions l'objectif. Et cela suppose aussi que les États membres jouent le jeu entre eux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ah mais c'est exactement le problème de notre temps. Si vous prenez la question des réfugiés, si vous prenez la question de la zone euro, si vous prenez la question de Panama, vous avez le choix, et moi je le pose aux téléspectateurs, est-ce que vous voulez continuer à valoriser une souveraineté qui non seulement n'existe plus parce que les flux sont mondiaux, mais en plus se retourne contre nous, puisque si chacun revendique sa souveraineté, les autres ont leur souveraineté. Panama, les îles Vierges britanniques, même les États-Unis à certains égards, dont un État comme le Delaware sert aussi de paradis fiscal. Ou est-ce que nous passons à des rapports européens d'une part et globaux plus coopératifs, dans lesquels on dépasse ce stade de j'ai ma souveraineté, j'ai mon veto, je baisse mes taxes fiscales et dans le fond, je t'embête. Parce qu'en fait, c'est ça la réponse aux autres. Et je trouve que le débat en France, qui fait tant de part aux souverainistes, qui les laisse raconter n'importe quoi sur les vertus de la souveraineté, mériterait d'être un peu plus approfondi. Sur cette question des Panama Papers et de ce qu'elles révèlent, est-ce que pour vous le temps du secret est révolu? Il faut vraiment prendre des mesures fortes, alors à l'échelle des États membres et aussi à l'échelle du monde, pour en finir avec ces secrets-là? Ou alors est-ce qu'il faut garder une part de secret? Là-dessus, il n'y a aucun doute sur, je dirais, le secret permet, soit à des personnes qui veulent éviter la loi de leur pays, alors on dit pour de bonnes raisons, mais même dépouiller son ex-épouse dans un divorce ou dépouiller ses enfants, enfin peu importe, c'est pas très glorieux. Mais vous avez surtout derrière les Panama Papers tout le crime organisé. Vous avez le blanchiment de l'argent de la drogue, le blanchiment de la traite des femmes dans la prostitution, des enfants dans la pédophilie, etc. Donc la transparence, oui. Après, il faut voir quelles sont les modalités, encore une fois, je dis bien les plus efficaces. C'est-à-dire que, par exemple, pour des entreprises, mettre tout sur la place publique présente des avantages, peut présenter des inconvénients en termes de concurrence. Est-ce que nous voulons que nos entreprises, donc les emplois chez nous, pâtissent du fait que nous donnons à leurs concurrents, qui ne sont pas astreints aux mêmes règles, encore une fois, un désavantage? Donc, par exemple, une bonne solution, à mon avis, c'est déjà d'encourager énormément les échanges entre administrations fiscales, c'est-à-dire transparence des entreprises vis-à-vis des administrations fiscales qui transmettent aux administrations fiscales d'un autre Donc pays. cette directive européenne n'est pas forcément Elle bonne va être solution. discutée. Vous savez, une directive, la Commission fait une proposition. Et après, on la discute. Et ensuite, on la discute au Parlement et au Conseil des ministres. Et donc là, personnellement, j'essaierai de voir, je n'ai pas encore étudié de près le texte qui est sorti hier, comment on peut combiner les espaces de transparence absolument nécessaires et d'un autre côté aussi la protection des intérêts légitimes, par exemple d'une entreprise, je ne sais pas, automobile ou dans le secteur de l'énergie, par rapport à des concurrents non européens qui, eux, ne seraient pas astreints aux mêmes contraintes. Alors, d'un côté, l'Europe prône plus de transparence bancaire et fiscale, et de l'autre, pourtant, il y a un rapport qui est déposé cette semaine sur le secret des affaires, protéger ce secret. Est-ce que ce n'est pas antinomique? Non, ce n'est pas antinomique, c'est la vie. Il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, on a à l'évidence besoin de protéger le savoir-faire de nos PME, le savoir-faire qui n'est parfois pas brevetable. Vous avez des entreprises dans lesquelles un certain nombre de secrets de fabrication sont extrêmement importants Donc pour il faut la les qualité. protéger au nom des Et il intérêts n'est pas du tout stratégiques. illégitime de les protéger. Et à l'inverse, il y a la matière fiscale stricto sensu sur laquelle il faut plus de transparence. Pour Je éviter crois qu'on que l'un échappe et à l'autre, l'impôt, que certains échappent à l'impôt. voilà, il faut combiner les deux, mais je ne vois pas en quoi le fait de permettre à des espions, parce que c'est ça, de s'introduire dans des entreprises pour voler des secrets d'affaires, des qualités de marque, etc., serait en soi une bonne transparence. Alors, il y a les espions, mais il y a aussi les lanceurs d'alerte qui peuvent fournir des informations précieuses. Alors, on dit que cette directive, que ce texte peut remettre en cause
peut porter préjudice aux lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Je crois qu'il y a eu un décalage un petit peu dans le temps. Ce texte a été discuté depuis longtemps. Il ne fait peut-être pas toute la place qu'il faudrait à la protection des lanceurs d'alerte, mais rien n'empêche de prendre un autre texte. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on adopte le texte sur le secret d'affaires, que pour les entreprises, encore une fois, cette protection légitime, je dis bien, de nos PME, de nos marques, de nos secrets de fabrication soit actée. Et peut-être que dans le même temps, on tire les leçons. Parce que dans les deux cas du Luxembourg et du Panama, ce sont des personnes qui ont livré des informations à la presse. Il faut encadrer, peut-être protéger, veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas des règlements de compte. Parce que vous savez, il y a d'aspects très positifs dans le fait de lancer des alertes. Il y a aussi pour une personne qui est salariée d'une entreprise, d'une certaine manière, la trahison de ses obligations de réserve. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Personnellement, je suis favorable à ce qu'on crée un statut à part. Il y a un domaine dans lequel l'Europe dit avoir progressé, c'est l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des informations? Oui, je crois qu'il faut quand même aussi dire que c'est grâce aux Américains au départ, qui ont joué un rôle. Alors c'est là qu'on voit comme le jeu global est ambigu. Pendant très très longtemps, un certain nombre d'États européens étaient totalement hostiles à l'échange d'informations, ils étaient totalement favorables au secret bancaire, et un certain nombre d'individus qui sont maintenant parmi ceux qui demandent le plus la transparence, étaient autrefois du côté des ministres, à dire non, non, pas du tout, etc. Donc il y a eu un vrai changement. Là, oui, il y a eu un changement. Encore une fois, il ne faut pas s'en prendre le mérite, parce qu'il y a eu aussi des forces externes qui ont été très efficaces, notamment américaines. Mais on y est, ça a changé. Et je crois honnêtement que la crise depuis 2008, aussi bien sur les aspects fiscaux que sur les comportements des banques, a introduit de véritables changements. Est-ce qu'ils sont suffisants pour la prochaine crise? Je n'en sais rien. Mais on ne peut pas les nier. On a l'impression que l'Europe avance au fil des crises et des affaires. Est-ce que c'est le cas? Il y a besoin de réagir après toutes ces révélations. Oui, mais pourquoi? Parce que si je vous dis demain matin qu'il faut se doter d'un certain nombre de règles européennes ou qu'il faut mutualiser certains contrôles, la plupart des gens en France diront c'est des fédéralistes fous, les députés européens ne sont pas raisonnables. Le nombre de fois où on entend ça. On nous dit tout le temps qu'on n'est pas réaliste, qu'on n'est pas raisonnable. Moi, je dis que si on n'anticipe pas, ce que nous devrions faire, sur un certain nombre de sujets, mais c'est pareil sur le contrôle externe des frontières, par exemple. Pendant des années, on n'a pas voulu voir le problème. Donc si on le dit à l'avance, on est un Européen fou, on n'a pas compris les choses, et puis après on nous reproche de réagir. Donc il y a, je crois, besoin d'une prise de conscience en Europe, qu'il faut que nous réfléchissions au type de société dans lequel nous voulons vivre et au degré d'intégration que nous voulons avoir, non pas à partir des théories fumeuses des souverainistes, à partir de la réalité du monde. Message bien compris à l'intention du citoyen européen. Merci beaucoup Sylvie Goulard d'avoir été notre invitée. Et place tout de suite à la deuxième partie d'Europe Hebdo. C'est l'itinéraire principal de la majorité des migrants venus d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan. La route des Balkans. Elle est pourtant devenue une voie dangereuse pour des milliers d'entre eux, d'autant que plusieurs États situés sur la route, notamment la Serbie ou la Slovénie, ont décidé de fermer leurs frontières. Résultat, des centaines de migrants se retrouvent bloqués, notamment dans le camp de Tabanoche. Reportage sur place de Stéphanie Despierres. Regardez. Au nord de la Macédoine, à la frontière avec la Serbie, le camp de Tabanoche. Des Afghans, des Syriens, des Irakiens, plus d'1 millier de réfugiés s'entassent ici depuis début mars, faute de pouvoir continuer leur route vers le nord et l'Europe occidentale. Il manque de tout. La situation est mauvaise car la frontière est totalement fermée. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, pas d'eau. J'ai perdu tout espoir. J'espérais pouvoir aller dans un autre pays pour me sauver, moi et ma famille, mais il vaut mieux que je reparte en Irak. C'est mieux qu'ici. La Croix-Rouge locale distribue des vivres, mais les quantités sont insuffisantes. Les ONG étrangères ne peuvent pas intervenir autant qu'elles le souhaiteraient. Le camp de Tabanoche existe depuis plusieurs mois, mais ce n'était qu'un point de passage. Les réfugiés s'arrêtaient ici quelques heures pour se reposer avant de continuer vers la Serbie et le nord. On passe en fait d'un camp qui était un camp de transit à un camp permanent, donc qui n'était pas du tout adapté à ce type de population. Ce qui fait que du coup, au niveau des équipements, pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir accès à l'eau, avoir accès aux toilettes, avoir accès à une hygiène corporelle acceptable, on est très en dessous des capacités et des normes internationales. Désormais, les réfugiés sont 2 fois trop nombreux pour la taille du camp.
La situation sanitaire est d'autant plus critique que la moitié des habitants sont des enfants. Ça va être de pire en pire si les gens restent ici. Il commence à faire chaud, la chaleur va aggraver les problèmes de santé. Si les gens ne peuvent pas avoir accès à un minimum d'hygiène, il y a déjà des adultes qui sont partis à l'hôpital et aussi des enfants. Quand les réfugiés, les enfants arrivent ici, ils ont voyagé des semaines, voire des mois. Ils sont déjà très vulnérables physiquement et psychologiquement. Ce jour-là, l'ambassadrice de France en Macédoine est venue sur place, dans le camp de Tabanovce. Spontanément, les réfugiés viennent lui raconter leur parcours et leur désespoir. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays. C'est la guerre. Nos maisons sont détruites. Depuis 2 ans, l'ambassadrice alerte Paris sur les risques d'une crise humanitaire en Macédoine. Une situation qui s'est aggravée depuis la fermeture des frontières le 8 mars dernier. On est dans ce système de vases communicants où si l'Autriche, l'Allemagne, la Slovénie, la Croatie et la Serbie prennent les décisions, par exemple, de ne plus accepter telle ou telle catégorie de migrants, la Macédoine ne veut pas se retrouver avec un stock, un flux d'individus qui ne peuvent pas gérer. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Le piège s'est refermé. Comme la Macédoine ne fait pas partie de l'Union européenne, aucun accord ne se préoccupe du sort de ces migrants. Après des semaines de voyage à travers le Moyen-Orient et la Méditerranée, ces familles sont dans une impasse. La fermeture totale des frontières est dangereuse. Elle pousse les gens dans les bras des passeurs. Elle les pousse à prendre des chemins plus dangereux. Ils n'ont plus de solution légale. Personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Ils nous demandent tous, à nous les ONG, ce qu'ils doivent faire. Quelle est la voie légale? Malheureusement, nous n'avons pas de réponse. Personne n'a de réponse. En fait, personne ne parle d'eux. Ce sont des réfugiés oubliés. La Macédoine, pays pauvre, voudrait renvoyer ses réfugiés en Grèce, mais Athènes n'en veut pas. Et ici, personne, ou presque, ne veut rebrousser chemin. Fatma a quitté l'Irak début février, avec comme seul objectif l'Europe occidentale, pas la Macédoine. Je ne veux pas rester ici, ce n'est pas le lieu dont j'ai rêvé. Quand j'ai quitté mon pays, j'ai fui la guerre, j'ai tout quitté. Je rêvais d'un endroit sûr où je pourrais devenir médecin, une personne normale, finir mes études, avoir des amis. Je ne veux pas rester ici. Où voulez-vous aller? Je veux aller en Allemagne. L'Allemagne, un rêve qui paraît chaque jour un peu plus inaccessible. La route des Balkans semble bel et bien fermée, et pour longtemps. Et retour sur ce plateau à Strasbourg, nous accueillons Philippe Lamberts, président du groupe des Verts ALE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez vu ce reportage, on a volontairement choisi de s'intéresser à ces migrants qui sont en fait aux marges de l'espace Schengen et dont apparemment personne ne veut. Est-ce que vous-même vous connaissiez, vous saviez qu'il y avait un camp comme ça de transit devenu camp improvisé à Tabanovce? Est-ce que vous étiez au courant du sort de ces gens-là? Non, je ne connaissais pas l'existence en particulier du camp de Tabanovce. Par contre, j'ai connaissance du fait que le changement d'attitude de certains gouvernements européens a bloqué sur la route des Balkans des dizaines de milliers de réfugiés. Et donc forcément, ils doivent bien se trouver quelque part. Et ils sont donc éparpillés sur tout le long de cette route qui était empruntée, qui du jour au lendemain s'est fermée. Donc la responsabilité de cette situation revient d'abord à ces dirigeants des pays qui sont sur cette route des Balkans. Non, Hongrie, je crois que la responsabilité principale vient des États de l'Union européenne. Et je parle bien des États de l'Union européenne au pluriel. J'ai bien entendu l'ambassadrice de France qui parle de l'Allemagne, qui parle de l'Autriche, comme si le pays qu'elle représentait n'était pas concerné par l'affaire. Donc vous trouvez ça choquant? Absolument choquant. Ce qui se passe, c'est que face à ceux qui sont des réfugiés de guerre, il ne faut jamais l'oublier. Je veux dire, si vous étiez en Irak, si vous étiez en Syrie, si vous étiez en Afghanistan, vous tenteriez vous-même, moi aussi, de fuir des pays en guerre. Quels que soient les risques encourus. Quels que soient les risques encourus. Je veux dire, si vous êtes confronté à l'État islamique, si vous êtes confronté aux bombes russes américaines ou que sais-je encore, si vous êtes confronté au terrorisme, aux raquettes ou au crime organisé, aux narcoterroristes, enfin aux narcotrafiquants en Afghanistan, ben, je pense que vous n'avez pas envie de rester vivre là, même quel que soit votre attachement à ce pays.
L'Allemagne a pris la mesure du défi il y a un an en disant voilà, nous voulons en fait assumer nos responsabilités et accueillir des réfugiés. Mais l'Allemagne s'est très vite retrouvée seule, à part la Suède, l'Autriche qui l'ont suivi, qui lui ont emboîté le pas un temps. Les autres États de l'Union européenne se sont tenus dans une réserve à la fois, je crois, coupable et pas très discrète. Et la France au premier rang d'entre eux. Je rappelle quand même que la France est la deuxième puissance économique de l'Union. C'est un pays qui prétend souvent co-diriger l'Europe avec l'Allemagne. Or, là-dessus, le silence de la France a été assourdissant. Quand il n'a pas été rompu par des expressions de Manuel Valls à Munich, se moquant presque de la chancelière, alors que la France, en tout et pour tout, s'est engagée à accueillir 30 000 réfugiés en 2 ans, ce qui est à peu près ce qui arrivait en Allemagne au pic de la vague en 2 jours. Et donc, franchement, l'attitude des autres pays de l'Union européenne est gravissime. Et si, au contraire, la France et l'Allemagne, suivis, j'en suis sûr, par le Benelux, par l'Espagne, par l'Italie, par tant d'autres pays, s'étaient mis d'accord pour accueillir notre juste part de réfugiés, nous n'aurions pas ces situations humanitaires que nous observons maintenant dans les Balkans. Alors justement, pour revenir à ce reportage qu'on a vu, la Macédoine renvoie ses migrants à la Grèce, qui elle-même n'en veut pas. Du coup, personne ne s'en occupe. Est-ce que l'Europe peut faire quelque chose pour ces migrants Évidemment, quand vous voyez le revenu par tête de pipe en Macédoine ou en Grèce, vous vous rendez bien compte que ce ne sont pas quand même les pays les plus riches de l'Europe. Et la Macédoine n'est même pas membre de l'Union européenne. On n'a pas l'argent pour N'allez pas me dire qu'un pays comme la Belgique, qu'un pays comme la France, qu'un pays comme les Pays-Bas, un pays comme l'Espagne ne seront pas capables d'accueillir, non pas quelques milliers, mais quelques dizaines de milliers de réfugiés. C'est quand même insensé. Est-ce que, au vu de ce que vous venez de dire sur la situation de ces réfugiés qui fuient des zones de guerre, que ce soit même en Irak, en Syrie, mais aussi en Afghanistan, est-ce que vous avez honte aujourd'hui de l'attitude des pays que vous venez de citer, dont la Belgique? Absolument, absolument. La Belgique a accueilli un temps, dans les premiers jours de la vague, la Belgique a accueilli, alors c'était 200 personnes par jour, on a accueilli quelques milliers, ce qui était mieux que rien, mais en tout cas, on a essayé de le faire. Mais quand la France a fermé le camp de Calais, Manu Militari, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une Belgique terrorisés à l'idée que peut-être 2000 ou 2500 demandeurs d'asile traversent la frontière franco-belge pour aller vers le port de Zeebrugge. Et donc on a vu la Belgique fermer sa frontière avec la France. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays de 11 millions d'habitants a un revenu par habitant qui est quand même très élevé, qui se sent incapable d'accueillir chez lui dans des conditions décentes quelques milliers de réfugiés? Je trouve que c'est indigne. Ah non, c'est vraiment pas mon Europe, non. Et vous êtes inquiet? Je suis extrêmement inquiet parce que ce à quoi on assiste, c'est l'affirmation de plus en plus décomplexée des égoïsmes nationaux, des égoïsmes même individuels. Parce que, de nouveau, nous sommes dans des pays riches, mais dans des pays riches où la richesse est quand même très injustement partagée. Je veux dire, si on observe les nuits debout aujourd'hui, c'est aussi une insurrection par rapport à ça. Et je pense qu'on observe même à l'intérieur de nos sociétés, ceux qui sont les mieux lotis finalement se disent, eh bien tant pis pour les autres. Et alors non seulement l'Europe n'accueille pas, comme vous le dites, mais on observe aussi des réactions de rejet dans certains pays. Il y a eu notamment ces photos qui ont circulé sur le web de violences dans le camp d'Idomeni en Grèce. Vous les avez vues, ces photos sont très choquantes. Voilà. Est-ce que, quand vous voyez ça, violence aussi dans certains pays, en Bulgarie, où des milices ont ligoté des migrants. On parle même aussi de certains incidents en Allemagne, quand vous voyez ça. En Allemagne, des centaines d'incidents anti-migrants, c'est très clair. Donc, qui sont filmés comme ça, un peu à la dérobée. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Eh bien, je me dis... l'Europe est en train de retomber dans des scènes qui nous rappellent quand même les années 30. Et je pense que se dire qu'en Europe, nous sommes à jamais vaccinés contre ce genre de choses, eh bien, je pense que c'est une très grosse erreur. L'Europe s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale sur un projet qui visait la paix par l'extension de la démocratie et par le partage de la prospérité. Autrement dit, c'est à la fois la question de la démocratie et de la justice sociale. Et on voit que ces piliers essentiels de l'intégration européenne sont en train de s'effriter sous les coups de boutoir à la fois, je vais dire, de groupes radicalisés, notamment de la droite radicale, mais aussi d'une partie significative de la classe politique qui aujourd'hui n'a plus l'audace de se battre pour une société plus juste, plus démocratique et au XXIe siècle plus durable. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et le retour du chacun pour soi, à la fin,
c'est la violence. Un jour, Mitterrand a dit le nationalisme, c'est la guerre, mais je dirais que l'individualisme, c'est la violence. C'est la violence. L'Europe, incapable de régler cette crise qui la dépasse, finalement s'en est remis à la Turquie. Il y a un mois, il y a eu un accord signé avec la Turquie pour renvoyer les réfugiés vers la Turquie. Alors c'est l'accord dit 1 pour 1, réfugié renvoyé en Turquie pour 1 accueilli en Europe. Est-ce que vous avez un premier bilan de cet accord? Est-ce que vous pensez que l'Europe a bien fait de signer cet accord? D'abord, cet accord est illégal au sens des conventions que nous avons tous signées, la Convention de Genève, qui nous oblige d'accueillir les demandeurs d'asile, de les traiter individuellement, et nous ne pouvons pas les renvoyer. Individuellement ou collectivement, nous ne pouvons pas. C'est ce que dit la Convention de Genève. Et donc on fait semblant que la Turquie est un pays sûr pour pouvoir dire ils sont d'abord arrivés en Turquie, donc on peut les renvoyer en Turquie, tout en sachant que la Turquie n'applique pas la Convention de Genève. À la limite, elle a un traitement un petit peu particulier pour les Syriens, mais on apprend aujourd'hui que la Turquie renverrait sous réserve d'enquête des Syriens dans leur pays, en guerre. Parmi ces Syriens, il y a quand même des Kurdes. Alors, bien sûr, évidemment. Et tout le monde connaît bien, tout le monde connaît bien le problème grave des Kurdes de Turquie. Mais donc on sait très bien que le président Erdogan, pour gagner une élection, a relancé la guerre civile contre sa population kurde. Alors loin de moi de dire que le PKK qui défend les intérêts turcs, c'est une bande d'enfants de cœur, certainement pas. Je veux dire, quand on voit les actes de violence qu'ils commettent, ce sont des choses inacceptables. Néanmoins, l'initiative de la rupture des négociations entre l'État et le PKK, elle revient au gouvernement Erdogan, qui ensuite a relancé la violence pour pouvoir gagner une élection. C'est avec ce type-là qu'on dit. Et quand vous dites c'est l'incapacité des Européens, c'est pas l'incapacité des Européens, c'est l'absence de volonté des Européens. Parce que la capacité, nous l'avons. Nous l'avons, mais nous n'avons pas la volonté politique. Même accueillir même, pour citer un chiffre que certains trouveront peut-être extrême, 1 million de réfugiés par an en Europe pendant 5 ans, ça veut dire 5 millions de réfugiés. 5 millions de réfugiés, c'est 1% de la population européenne. Ne me dites pas que l'Europe n'est pas capable de faire ça. Donc c'est qu'elle ne le veut pas. Donc c'est possible pour vous. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Lamberts d'avoir été notre invité de cette émission. On se quitte et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois à Bruxelles avec Nora Hamadi. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Merci de votre fidélité.